Bonjour à tous, vous regardez Sur le Web, le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net. Je suis très heureux de vous retrouver, vous m'avez manqué. En programme aujourd'hui, la gouvernance Internet mondiale, un lit connecté intelligent et les commémorations de la Shoah via les réseaux sociaux. C'est parti. Et on commence cette émission en reparlant du site de location qui cartonne, Airbnb. Évidemment, on avait reçu sur notre plateau l'un des dirigeants mondiaux de l'entreprise lorsqu'il était de passage à Tel Aviv au mois de mars. Aujourd'hui, c'est le procureur de l'État de New York qui s'en prend au site. Il exige d'Airbnb qu'il lui livre les coordonnées de certains de ses utilisateurs new-yorkais qui ne respecteraient pas la loi. Le but pour le procureur est de lutter contre des pratiques illégales de location d'appartements à New York. Alors, je vous explique de quoi il s'agit. La loi qui serait violée, selon le procureur, serait celle dans l'État de New York qui interdit de se louer pour moins de 30 jours un appartement en l'absence du locataire ou du propriétaire. Le but, évidemment, vous l'avez compris, est de protéger en fait l'industrie hôtelière qui se plaint de concurrence déloyale de la part de Airbnb. Et leur pression fonctionne puisque l'État de New York a réussi à faire retirer près de 2000 offres du site de Airbnb. Et puisque nous sommes en Israël, je vous rappelle que cette année, le nombre d'annonces de location sur le site de Airbnb va dépasser le nombre de chambres proposées par les hôtels du pays. De quoi ravir les touristes, évidemment, de faire baisser les prix. Et ça me permet de faire une parfaite transition avec notre prochain sujet. Ça se passe à Holon, dans la banlieue de Tel Aviv, du 30 avril au 3 mai prochain. Je parle du 4e Festival international de la culture digitale. Ça s'appelle Print Screen, capture d'écran en anglais. Et ça tombe bien puisque ce festival se veut justement être un instantané de notre époque contemporaine à l'heure des nouveaux médias. L'événement va rassembler des artistes, des techniciens et des chercheurs dans la culture digitale. Le thème de l'édition de cette année, l'édition 2014, c'est l'oubli, ou plutôt comment nos souvenirs sont formés, stockés et parfois perdus. Et ce, au moment où nous utilisons les nouveaux médias, des débats seront organisés afin de savoir comment les réseaux sociaux affectent notre mémoire. Mais aussi, ils tenteront de répondre à cette question, avons-nous le droit à l'oubli sur Internet ? Si vous êtes en Israël, allez-y, ça s'annonce très intéressant et d'ici là, regardez la bande-annonce de l'un des films qui sera diffusé pendant le festival. Hallo, ik ben Iris, je persoonlijke assistent. Om te beginnen, zeg je naam. Anna. Voor een open persoon kan het onthullen van een geheim meer schade opleveren dan het bewaren. Is er misschien hier iemand die een geheim met ons wil delen? Hallo Anna, heb je een vraag voor mij? Wat ben jij een kutwijf? Waar heb je het over? Ik weet wie dat filmpje heeft verstuurd. Dit ding, Iris. Heb jij verstand van apps? Wat de fuck is dit? Dit bedoel ik dus. Oké, Iris. Ok, bon, je sais, le film ne fait pas envie comme ça, mais le festival est très bien, rassurez-vous. Alors allez-y, et en attendant, on passe à notre dossier du jour. Notre dossier du jour nous mène au Brésil où la présidente Dilma Rousseff a accueilli ce mercredi et jeudi un sommet mondial qui a pour but de remettre en cause la domination américaine sur la gouvernance Internet mondiale. En filigrane de ce sommet, on trouve bien évidemment le scandale des écoutes illégales Internet de l'agence de surveillance américaine NSA. Regardez ce reportage de Anthony Lesme et on en reparle tout de suite après avec notre invité. Le premier forum de la gouvernance du web a ouvert ses portes à Sao Paulo. ONG, entreprises du web et plus de 87 nations se sont donné rendez-vous. Un sommet qui fait suite à l'affaire des écoutes américaines et aux révélations d'Edward Snowden. Dilma Rousseff, la présidente brésilienne, écoutée par la NSA, n'avait pas caché sa colère, tout comme la chancelière allemande Angela Merkel. S'en est suivi une décision, remettre en question le leadership américain et préserver ainsi la vie privée et la liberté d'expression sur le web. Le Brésil préconise que la gouvernance de l'Internet devrait être sur plusieurs secteurs, multilatérale, démocratique et transparente. Nous considérons le modèle multilatéral comme la meilleure forme de gouvernance pour l'Internet. Longtemps inflexibles, les États-Unis ont plié sous la pression diplomatique le mois dernier en cédant du terrain sur la supervision de l'ICANN. Basé à San Francisco, cet organisme qui délivre notamment les noms de domaines sur Internet comme .com ou .gov
devrait être supervisée par une organisation multilatérale avant la fin 2015. Il est nécessaire et urgent que les organisations responsables aujourd'hui des fonctions centrales de l'Internet aient un caractère global. La complexité de cette transition, qui implique un volet judiciaire, une transparence et le consentement de multiples acteurs, ne diminue en rien l'urgence de la situation. Si les activités de la NSA ne semblent pas être menacées directement par ces réformes, le Brésil veut en priorité accroître les pouvoirs d'organismes dépendants des Nations Unies, comme le Forum sur la gouvernance de l'Internet, qui, à ce jour, est une simple instance consultative. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone Françoise Massifoléa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable scientifique du programme Vox Internet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi s'agit-il, même si ce programme est bouclé à l'heure actuelle ? Écoutez, c'est un programme de recherche fondamentale qui a rassemblé un réseau de chercheurs de toutes les disciplines, philo, sciences de la communication, droit, sciences cognitives, etc., etc. Et on a travaillé pendant plusieurs années avec des subsides publics venant de l'Agence nationale de la recherche et de nos différents établissements pour examiner ce que pourrait être une gouvernance démocratique de l'Internet, et en particulier concernant les différentes normes qui sont en jeu dans cette gouvernance, les normes du marché, les normes techniques. Et ça tombe donc très bien pour ce sommet. Quelles sont les pistes de réflexion envisagées pour parvenir à une nouvelle gouvernance Internet, une gouvernance démocratique, comme vous l'avez dit ? Alors, les pistes, elles sont encore à creuser, et ça n'est pas, de mon point de vue, et c'est un point de vue assez partagé, la rencontre de Rio qui, malgré sa résonance mondiale, va nous permettre d'aller très très loin. Pourquoi ? Parce que la gouvernance, d'abord, vous savez, c'est un mot un peu étrange. Ça veut dire, dans un langage commun, que les États co-gèrent les problèmes publics, les affaires publiques avec des entreprises, avec les usagers citoyens, avec les techniciens, avec éventuellement le monde académique. Cette cogestion, elle est affirmée en principe. Et ce qui est affirmé également, c'est que tout le monde est dans la gouvernance est plus ou moins sur un pied d'égalité. Equal footing, disent les Américains. Simplement, entre Google et puis le représentant d'une association d'internautes africains, il y a un monde que tout le monde peut, dont tout le monde peut mesurer l'étanchéité. Donc, premier point, l'equal footing, le pied d'égalité, c'est quand même peut-être un piège. Un problème, Deuxièmement, j'ai été surprise pendant votre reportage. Vous évoquiez le mot multilatéral. Qui était repris des propos de Dilma Rousseff. Or, ce qui se joue à Sao Paulo, ce n'est pas du multilatéral, c'est du multi-stakeholder, du multi-partie prenante. Et multilatéral, ça veut dire quelque chose en relation internationale. C'est les États, c'est de l'intergouvernemental, le multilatéral. Or, une bonne partie des gens qui sont aux commandes de l'Internet en ce moment ne veulent surtout pas de l'intergouvernemental. Et c'est pourquoi on fait monter en puissance la société civile pour dire mais il n'y a absolument pas besoin des gouvernements aux premières loges. Alors vous avez un peu devancé ma prochaine question. Je voulais vous demander si vous pensez que ce sommet est réaliste, ces projets sont réalistes. Donc on a bien compris vos critiques sur le sujet. Est-ce que tout de même vous pensez que l'existence même de ce sommet est une victoire pour Edward Snowden ? Parce qu'on l'avait beaucoup critiqué à l'époque, au moment des révélations, il a subi beaucoup de pression. Et finalement, un sommet mondial a lieu. Est-ce que vous pensez que c'est une victoire pour Edward Snowden ? Vous avez dit vous-même, ou votre collègue dans le reportage, que les questions de la surveillance et des lanceurs d'alerte comme Snowden n'étaient pas au cœur du sommet. Donc effectivement, il y a une caisse de résonance, mais c'est un sujet qui est non pas évité, mais qui est mis en marge du sommet. On parle beaucoup d'autres choses. On parle de la transition de l'ICANN vers une privatisation totale et une internationalisation.
On parle du besoin de faire remonter les attentes des pays les moins développés, etc. Snowden et la surveillance et la cyberguerre et le cyberespionnage ne sont pas au cœur du sommet. Donc, à mon avis, ça ressemble plus à un écran de fumée. Merci beaucoup Françoise, merci Folia d'avoir été avec nous, merci infiniment d'avoir été avec nous pour répondre aux questions. Je rappelle que vous êtes responsable scientifique du programme Vox Internet. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, au revoir. On parle à présent d'un tout autre sujet. L'année 2014 est plus que jamais l'année des objets connectés. On a connu les montres connectées, les lunettes connectées, les ballons. Place à présent au lit intelligent. Alors regardez, c'est assez angoissant, mais c'est aussi très impressionnant. C'est angoissant parce que pendant que vous dormez, votre lit analyse vos mouvements. Ça s'appelle le lit Beluga, vous le voyez à l'écran. Il utilise des cellules d'air pour vous offrir un rembourrage unique en son genre. Vous allez voir comment ça marche. Et ça ne s'arrête pas là. Le lit propose aussi des massages et des températures qui peuvent être contrôlées depuis une application. Je vous le disais, la machine analyse aussi votre sommeil. Si vous aimez la théorie du complot, vous allez penser évidemment que c'est pour vous tuer, voilà, forcément. Et si vous avez foi en la technologie comme moi, vous penserez que c'est pour vous aider à faire de beaux rêves. Et personnellement, c'est la fille qu'on a vue dans la vidéo d'animation qui me fait un peu peur parce que je ne comprends pas pourquoi elle dort les yeux ouverts. Ça reste un grand mystère pour moi. Et c'est l'heure de l'application du jour, elle s'appelle Sonar Invasion et elle est israélienne. À première vue, il s'agit d'un simple jeu, mais il s'agit en réalité d'un test auditif destiné aux jeunes. Alors je vous explique. En général, quand on pense aux problèmes d'audition, on imagine que ça ne concerne que les personnes âgées. Or, les jeunes sont également concernés, mais ils ne sont pas conscients du problème. Et donc forcément, ils ne se soumettent pas à des tests d'audition. C'est normal, vous allez me dire, vu qu'ils ne se pensent pas concernés. Du coup, une start-up israélienne a imaginé un jeu qui séduirait les jeunes et qui testerait leur audition de manière dissimulée. Et ça marche. L'application cartonne dans les téléchargements de l'Apple Store. Regardez. Meet Daniel. He's a 23-year-old student. He enjoys life, loves music, and like most guys his age, Daniel lives for the moment. But there's something that Daniel doesn't know. He has a hearing deficiency, just like 10% of the Israeli population. And like many, he's not even aware of it. He thinks that only old people suffer from hearing problems. Introducing Sonar Invasion, the world's first game based on hearing. Using headphones, Daniel uses his hearing to work out where the enemy torpedoes trying to destroy his submarine are coming from. But at the end of the game, a surprise is waiting for Daniel. Without realizing it, during the game he underwent a hearing test that was developed in association with Bekal, the organization for the hard of hearing in Israel. When a hearing problem is detected, the player can call Bekal's helpline directly from within the game. Dimanche 27 avril au soir s'ouvriront en Israël et au travers le monde les cérémonies de Yom HaShoah en souvenir des 6 millions de Juifs tués pendant la Seconde Guerre mondiale. À cette occasion, l'armée israélienne a lancé une opération sur les réseaux sociaux. Tzahal appelle le public à poster sur Facebook, Instagram et Twitter une photo avec l'un de leurs proches survivants de la Shoah accompagné du hashtag We are here, nous sommes là. C'est une phrase issue du chant des résistants juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le but affiché de cette opération est de contribuer au relais de la mémoire entre les générations. Regardez la vidéo mise en ligne par l'armée israélienne. In honor of Holocaust Memorial Day, choose a picture of yourself and a Holocaust survivor who is special to you, a family member or a friend, and post it on Facebook, Instagram, or Twitter with the hashtag #WeAreHere. Include his or her name, age, and place of residence. On Holocaust Memorial Day, we will post an interactive map featuring all of the photos you tagged, placed according to their location on the map. We are here, and together we remember the stories of our survivors. Mardi, c'était la journée de la Terre, on en a parlé dans l'émission. Je rappelle qu'il s'agit d'un événement écologiste américain mis en place dans les années 70. À cette occasion, la NASA a lancé une opération mondiale appelée Global Selfie. Bon, concrètement, on a du mal à voir en quoi ça concerne la protection de notre planète. Bon, voilà comment ça fonctionne dans tous les cas. Les citoyens du monde entier ont été invités à prendre un selfie, soit même en photo avec le téléphone, et à diffuser le cliché sur les réseaux sociaux avec le hashtag Global Selfie. Regardez cette petite compilation des photos que nous avons concoctées.
Voilà, c'est beau, je ne sais pas en quoi ça contribue à la protection de l'environnement, mais pourquoi pas. Et nous, on passe au sujet décalé du jour, c'est l'œil du net. Allez, un seul œil du net aujourd'hui, un saut accompagné de fumigène depuis la plus haute tour du monde. Ça se passe à Dubaï, regardez, c'est à couper souffle. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous tout le week-end pour l'analyse des dossiers chauds de la semaine et lundi pour de nouvelles infos en provenance du net. Bye, vous me manquez déjà.